à l'UQAM, Université du Québec à Montréal. Et je vais animer aujourd'hui cette webinaire ensemble avec Gilles Dupuis et André Bohan qui vont se présenter rapidement aussi. Ah, moi, évidemment. Gilles Dupuis, comme vous voyez sur la photo, et je suis retraité depuis 2022, donc je suis un jeune retraité et je garde encore quelques activités comme ça pour maintenir mes neurones actifs. Alors, plaisir de vous voir. Merci. Salut tout le monde, je m'appelle André Borin, comme vous voyez dans la photo. Je suis un jeune prof de yoga. Euh, j'ai été chargé de cours pour l'UQAM au département de psychologie cet hiver et je suis cofondateur de Yoga Uni, cette salle ici que vous voyez maintenant. Donc, je suis professeur de yoga depuis 2006, donc ça fait 20 ans cette année-là que je donne des cours de yoga et je suis en collaboration avec l'UQAM depuis 5-6 ans à peu près. Ça me fait plaisir vraiment de vous voir, un grand nombre ici. On est vraiment, waouh, c'est génial, hein? Et je vois qu'il y a plein de mes élèves qui sont là. C'est vraiment cool de vous voir. Merci beaucoup. OK, donc, alors, on va aujourd'hui avoir un peu trois volets. Donc, je vais Voici alors, la prochaine diapo. Donc, on va commencer à présenter c'est quoi la présence attentive, c'est quoi le yoga. Et donc, Gilles et moi, nous allons nous occuper de parler un peu de la science derrière du yoga. Gilles va parler de ça. Et après, moi, je vais parler un peu de la science de présence attentive. Euh, la deuxième partie va être animée par André Boron qui va faire des pratiques. Alors, il va vous inspirer de faire quelques pratiques de yoga et de présence attentive sur chaise ou sans chaise. Il va nous dire. Ça va nous occuper une tiers de temps environ et on va conclure avec une intégration des outils au quotidien. Donc, je vais vous présenter, donner quelques idées comment on peut intégrer des choses que vous avez appris ou que vous connaissez déjà, à comment on peut les mettre dans le quotidien parce que souvent on aime des choses, mais c'est très difficile de les poursuivre au quotidien. Voilà. Il y a une dernière annonce, André, par rapport aux vidéos. Parce que l'idée, c'est qu'on va enregistrer le webinaire, mais juste la vidéo de nous, la photo de nous trois, donc vous n'êtes pas dedans, et juste les premières deux parties. Alors, l'intégration finale, on ne va les pas mettre sur les vidéos parce que c'est là votre chance d'interagir, donc on ne veut pas euh, vous aider de ne pas être là-dessus. C'est bon, André? D'autres annonces? Ouais, merci, c'est parfaitement ça. OK, cool. Alors là, donc, on commence tout de suite avec la science derrière le yoga qui va être animée par Gilles Dupuis. Alors, j'y vais avec le partage. Est-ce que tout le monde voit bien la chose? Oui, Magnifique. OK. Donc, j'ai quelques signes de tête qui me confirment que vous voyez bien. Alors, on y va. Alors, je vais commencer. Voici le plan. Donc, je vais vous dire en quelques mots un petit peu ce que j'ai fait dans les vies depuis une trentaine d'années, les objectifs, qu'est-ce qui se passe dans notre esprit, les origines du yoga, qu'est-ce que le yoga, ensuite, comment fonctionne le yoga, et je vais vous amener aussi sur le terrain des résultats des effets du yoga au niveau de la dépression, l'anxiété, le trouble de stress post-traumatique. Et je vais mettre en lumière quelques-unes des faiblesses des recherches sur le yoga. Et on va terminer avec comment on peut intégrer le yoga à la psychothérapie. Est-ce qu'il y a des risques et comment faire l'intégration? Alors, j'ai été psychologue clinicien pendant un certain nombre d'années. J'ai été chercheur à l'Institut de cardiologie de 84 à 2008. Et j'ai enseigné le cours préféré des étudiants de 1989 à 2013, c'est-à-dire le cours de statistique. Et à partir de 2010, j'ai commencé à donner des séminaires sur le yoga.
Et en 2017, j'ai commencé à donner le séminaire sur l'intégration du yoga en psychothérapie. Je suis aussi un spécialiste de la mesure de la qualité de vie, qualité de vie au travail. Je suis professeur de yoga et retraité, comme vous le disiez, depuis 2022. Et j'ai eu une première formation de yoga avec Dr. Bali, que vous voyez ici, sur le niveau 1, et une deuxième formation yoga thérapeutique avec Padma Yoga. Alors, l'objectif, c'est de vous fournir un GPS pour éviter les quelques pièges qui se dressent devant vous lorsque vous décidez de faire du yoga. Et vous allez voir, il y en a quelques-uns. Alors, avant de commencer, j'aimerais qu'on fasse avec vous une petite simulation. C'est-à-dire pour les 30 prochaines secondes, bon, ça peut être 25, là, on ne jouera pas trop sur le temps. Fermez les yeux et imaginez quelque chose de stressant. Bon, c'est un peu paradoxal dans un séminaire sur le yoga et la présence attentive de parler de stress, mais commencez par imaginer quelque chose de stressant. Alors, je commence à compter et vous y allez. C'est parti. Voilà, terminé. Donc, c'est là, 30 secondes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de votre rythme cardiaque? Au niveau de votre respiration? Est-ce que vous êtes passé à une respiration plus thoracique? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau aussi des muscles de votre visage? Est-ce que vous avez pu noter quelque chose? Juste ça pour vous dire que ce qui nous passe par la tête reste rarement uniquement dans la tête. Il y a des effets physiologiques et on va les voir un peu plus tard dans la poursuite de la présentation. Donc, les origines du yoga, évidemment, c'est assez vieux. OK? Euh, et le point tournant dans le yoga, c'était Patanjali. Donc, le datage est un peu large, deuxième siècle avant Jésus-Christ jusqu'au cinquième après. On ne sait pas trop le situer. Euh, et il a codifié la philosophie du yoga en rédigeant les Yoga Sutras. Et c'est la base de tous les différents types de yoga qu'on connaît actuellement. Et il a écrit 196 aphorismes. Alors, c'est quoi un aphorisme? C'est des tweets avant le terme. Exemple, et ça, c'est le livre Yoga Sutra. Le yoga est l'arrêt de l'activité automatique du mental. Or, le chiffre en parenthèse, ce n'est pas le numéro du verset, c'est le nombre de caractères. Ah, dans le cas contraire, il y a identification de notre centre avec l'agitation mentale. L'arrêt des pensées automatiques s'obtient par une pratique intense dans un esprit de lâcher-prise. Alors, vous voyez, ce n'est pas quelque chose qui se lit comme un roman, mais c'est quelque chose sur lequel on doit juste s'arrêter et se demander qu'est-ce que ça veut dire. Et je vous conseille d'aller lire ça, c'est très intéressant comme petit bouquet. Alors, si on revient un peu plus de façon contemporaine, le premier qui a diffusé la pensée yogique en Occident, c'est Vivekananda. Ensuite, l'autre personnage marquant, c'est Yogananda, avec son livre Autobiographie d'un yogi et aussi une conférence internationale en 1920. L'autre point tournant, c'est Sri Krishnamacharya. Comme vous voyez, il a vécu une centaine d'années, c'est quand même pas mal. Et c'était le premier à faire une sorte de, pas de catalogue, mais de répertoire des différentes postures dans le yoga. Il y a eu deux élèves célèbres, donc Iyengar et Patabi Joyce. Alors maintenant, c'est quoi le yoga? Est-ce que c'est ceci? Ou encore ceci? Ce que je trouve intéressant dans cette pub, c'est
Pushing It Further with Reebok's Yoga Collection. Et vous voyez comme elle a l'air heureuse, la petite dame, comparée à mon professeur de yoga, Madame Bali, qui donnait encore ses cours de yoga à 89 ans. Donc, à vous de choisir ce que vous préférez, le Reebok ou une approche un peu moins brutale. Ah, le yoga, c'est quoi? Le yoga, ce n'est pas seulement un simple ensemble de postures physiques ou de techniques respiratoires. Ce n'est pas non plus une religion ou un culte. C'est un mode de vie qui permet de se servir de son corps, de son esprit, de sa spiritualité et de synchroniser les trois. Ah, c'est sûr que quand on arrive sur le thème de la spiritualité, on est toujours un petit peu prudent. Moi, souvent, je préfère dire que le yoga, c'est l'union du cerveau, du cœur et du corps. Vous l'interprétez comme vous voulez. Alors, si on revient à Patanjali, il a établi 8 niveaux dans le yoga. Les premiers niveaux, qui sont les niyamas et les yamas, ce sont des sortes de principes de qualité intérieure et de relation avec les autres. Ensuite, on arrive aux postures et aux respirations. Ceci fait le hatha yoga. Et le niveau supérieur, c'est plus, on se rapproche plus à ce moment-là de la méditation, concentration, contemplation, méditation. L'ensemble forme de hatha yoga et raja yoga, le ashtanga yoga. Ah, c'est quoi les yamas et les niyamas? On en parle très peu dans le yoga. Si vous allez dans des écoles de yoga, c'est rare qu'on va vous parler des yamas et des niyamas. Alors, d'un côté, on a un certain nombre de choses qu'on peut faire dans la vie. Mentir, nuire, utiliser son énergie dans des désirs futiles, possession modérée, entêtement, anxiété, effet excessif. De l'autre côté, on a les yamas, avec des noms parfois difficiles à prononcer, mais qui sont des principes comme ne pas nuire aux autres, dire la vérité, ne pas voler, ne pas être possessif. Ici, le contentement, ce n'est pas se contenter de ce qu'on a, c'est savoir apprécier ce qu'on a. Okay? La conscience de soi, le lâcher-prise. Donc, ce sont des principes à intégrer dans sa vie. Et quand on commence à intégrer ça, il faut y aller doucement. Parce qu'on peut avoir tendance à s'auto-critiquer, même à s'auto-flageller si on n'y arrive pas. Donc, soyez indulgents avec vous. Dans les cours que je donnais, je demandais aux élèves, aux étudiants et étudiantes de choisir un yama et un niyama, c'est de le pratiquer pendant une semaine. Et arriver après ça et dire, qu'est-ce qui a été facile, qu'est-ce qui a été difficile. Et c'était rarement facile d'intégrer ne serait-ce qu'un seul des principes dans sa vie. Alors voilà pour les yamas et les niyamas. Maintenant, le yoga, dans son essence, c'est quoi? C'est l'exécution de postures qui ont des effets physiologiques et psychologiques. C'est aussi l'exécution de techniques de respiration qui ont également des effets physiologiques et psychologiques. Et ce qui est important, c'est qu'il y a une absence d'objectif de performance dans la réalisation des postures. Et on doit garder son attention sur les sensations physiques qui surgissent en cours d'exécution des postures. On exécute les postures lentement pour bien percevoir ses limites. C'est important de respecter ses limites. Et si des pensées ou des images surgissent durant l'exécution des postures, on se ramène. On ne les juge pas, on se ramène sur la posture, sur les sensations, patiemment. Et on essaie d'intégrer dans la vie quotidienne comme habitude de vie en essayant aussi d'y mettre les yamas et les niyamas. Et si on a une certaine dimension spirituelle, on peut l'intégrer. La spiritualité, ce n'est pas nécessairement uniquement la religion. Ça peut être sentir qu'on fait partie d'un grand tout de l'univers. Donc, chacun peut y aller avec l'interprétation qu'il a de la dimension spirituelle. Alors, les différents types de yoga, je vais vous en présenter un bon nombre. Je vais y aller rapidement. C'est juste pour vous montrer la grande variété des approches.
La présentation que je vous fais vous sera disponible en PDF, donc si vous voulez par la suite aller lire chacune des descriptions, vous pourrez le faire. Donc, il y a les voies traditionnelles. Donc, ça, ce sont les approches qui ont été faites dans l'Antiquité, le Bhakti Yoga, le Jnana Yoga, le Karma Yoga, le Hatha Yoga dans sa version, je dirais, ancestrale. Et on arrive avec le Ashtanga Yoga, qui était le yoga royal de Patanjali. On va voir tantôt que Ashtanga Yoga, ça peut avoir aussi une autre signification, mais ici, c'est vraiment l'ensemble des 8 niveaux. Et les pratiques plus modernes, comme le Hatha Yoga version plus nord-américaine, le yoga Iyengar, Ashtanga Yoga, qui sont des enchaînements de postures vigoureuses, le yoga Kripalu, le Vini Yoga, le Bikram que vous connaissez sans doute, sur lequel j'ai quelques réserves, le yoga Kundalini, le yoga Nidra, qui est surtout axé sur l'imagerie mentale. On a aussi le Kriya Yoga, le Vinyasa Yoga, le Satya Yoga, le Yin Yoga, le yoga du rire et le n'importe quoi yoga. Et donc, vous voyez qu'il y en a quand même un bon nombre et là-dedans, pour la majorité, sont tirés d'un petit livre qui s'appelle Yoga, le guide pratique. Donc, ça peut se télécharger facilement. Mais vous voyez, on fait quoi avec tout ça? Ah, pour vous ou pour les personnes que vous rencontrez, vos clients, on fait quoi? On fait comment pour choisir? Ah, la première chose à vous demander, c'est vous cherchez quoi? Pourquoi vous voulez faire du yoga? Okay? Ça, c'est une question importante. Ensuite, savoir que la posture n'est pas une fin en soi. Respecter ses limites. La seule performance, c'est de ne pas performer. Et ça, c'est très difficile parce qu'on est dans une société où on regarde à côté si la personne fait bien sa posture pour voir si on est capable de faire la même chose. Donc, il faut vraiment débrancher ce réflexe. Je vous avais dit, évitez le Bikram Yoga si vous n'avez jamais fait de yoga parce que c'est très exigeant. C'est des enchaînements rapides dans un milieu très chaud et vous pouvez être artificiellement souple dans un environnement chaud, ce qui fait que vous allez aller au-delà de vos limites naturelles. Donc, soyez très prudent et prudent si vous allez en Bikram Yoga. Le Power Yoga, ben, vous pouvez faire de la danse aérobique, ça va être aussi bon. Pour moi, c'est du non-yoga, le Power Yoga. Et si dans une école de yoga, on vous impose un rythme, on ne respecte pas vos limites, si le professeur vous demande de faire ce que lui ou elle est capable de faire, fuyez. Okay? Si le ratio professeur-élève est plus que 1 pour 15 ou 1 pour 20, fuyez. C'est pas vrai qu'un prof de yoga peut bien suivre 50 personnes en même temps. Il va en échapper. Et il n'y a rien qui vous oblige à faire du yoga. Mais quelle que soit l'activité physique que vous choisissez, portez attention à votre corps, vous allez en avoir juste un. Okay? Et ce n'est pas avec des bidules comme ça qu'on peut porter attention à son corps quand on fait une activité physique. Okay? Donc, comme dirait Caspar, la présence attentive, c'est plus sur ce qu'on fait et non pas dans des bidules de motivation training. Alors, maintenant qu'on a vu c'était quoi ou c'était qu'est-ce qu'il faut éviter pour le yoga, comment ça fonctionne le yoga? Okay? Alors, il y a un mode par défaut de notre esprit. Tu sais, quand on n'est pas sur une tâche et qu'on se promène dans notre tête, c'est le mode par défaut. C'est quoi le mode par défaut? Une des fonctions principales, c'est de contrôler l'écart entre ce qui s'est passé et ce qu'on aurait aimé qu'il se passe, ou bien ce que nous désirons et ce qui risque d'arriver. Et dans le fond, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est corriger le passé pour mieux contrôler le futur.
C'est ce qu'on fait continuellement. Et moi, j'ai appelé ça le tout-à-coutisme. D'un coup qu'il arriverait quelque chose, ou le j'aurais donc dû ou j'aurais donc pas dû. Et il y a un vieux philosophe grec qui disait que la chair endure seulement les tempêtes du présent, l'esprit celle du passé, du futur, ainsi que celle du présent. Et ce qu'on oublie, c'est que le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore. Mais à quoi est occupé notre esprit continuellement? Et dans ce sens-là, la simulation qu'on a fait au tout début, c'était pour stimuler votre système sympathique. Donc, tout ce qui est réaction d'alerte, accélération du rythme cardiaque, respiration plus rapide, sécrétion d'adrénaline. Et dans le petit livre maintenant qui est traduit en français qui s'appelle Le cerveau de Bouddha, ce que l'auteur mentionne, c'est dans notre époque un peu trop rapide, ce dont nous avons besoin, c'est d'un fonctionnement à base reposant sur le système sympathique avec des activations modérées, pardon, du parasympathique avec des activations modérées du sympathique. Alors, le yoga, c'est un stimulateur du parasympathique. Et comment il agit? Il agit sur le nerf vague. On l'appelle vague parce qu'il peut influencer tous les organes, autant la salivation que la fréquence cardiaque, que la respiration. Donc, par le yoga, vous avez accès à une sorte de pédale de frein sur les différentes fonctions physiologiques. Alors, il y a un modèle qui a été élaboré par Gare et ses collègues. Donc, je vous présente ici brièvement une version. On a ici la réponse au stress, donc les réponses non adaptées, les anticipations négatives, les ruminations, l'absence de pleine conscience. Et de l'autre côté, on a aussi toutes les réactions physiologiques, augmentation du rythme cardiaque, la respiration, de la tension. Donc, en réaction au stress, on a ces deux blocs-là qui vont amener des problèmes de santé et de l'anxiété et de la dépression. De l'autre côté, on a le yoga avec, comme vous avez mentionné tantôt, les principes éthiques de Yama et de Niyamas et l'approche de méditation qui nous amène à développer les habiletés de pleine conscience, d'autocompassion, de flexibilité psychologique, ces habiletés-là ont un effet d'inhibition de ce qui se passe ici et de stimulation au niveau d'une meilleure santé mentale et au niveau des postures et de la respiration, donc au niveau périphérique, on a un accès direct au système parasympathique, donc, comme vous le mentionnez tantôt, ralentissement du rythme cardiaque, baisse de la pression artérielle. Et là aussi, ça amène un meilleur bien-être et une réduction de l'anxiété et de la dépression. Donc, vous avez ici des éléments qui sont actifs dans le yoga pour amener un meilleur bien-être. Et de façon un peu plus imagée, voici comment fonctionne le yoga. Donc ici, on a les principes éthiques et la méditation qui amènent une réduction du stress, frustration, colère, dépression, anxiété, et en même temps une inhibition du mode par défaut, donc des ruminations. Et par contre, une stimulation du système parasympathique, qui lui, à son tour, amène une diminution des ruminations, une diminution des réactions émotives exagérées, pour arriver à une certaine sérénité. Évidemment, pas après 2 pratiques, mais après un certain nombre de mois de pratiques assidue. En même temps, on va aller dans un côté plus, est-ce que ça donne quelque chose, le yoga? Est-ce qu'il y a des recherches qui montrent qu'il y a effectivement des effets? Alors, au niveau de la dépression, il y a ici une revue systématique où l'objectif est d'évaluer l'efficacité du yoga pour les troubles dépressifs. Les principaux résultats, c'est évidemment une réduction des symptômes, lorsqu'on comparait les groupes yoga à des groupes de contrôle passif comme des listes d'attente, mais pas nécessairement de différence avec des groupes témoins comme par exemple un traitement cognitif comportemental ou autre.
Et on a noté qu'il n'y avait aucun effet indésirable, une bonne tolérance globale. Évidemment, les interprétations cliniques, c'est le yoga réduit les symptômes dépressifs à court terme, augmente les chances de rémission, et c'est une intervention complémentaire prometteuse. Mais on ne dit pas que ça devrait être une intervention primaire. On la suggère comme intervention complémentaire. Au niveau de l'anxiété, une autre revue systématique, et il y a eu des essais randomisés, études longitudinales. Principaux résultats, réduction significative de l'anxiété dans toutes les études, et autant chez des individus sains que des individus qui avaient des troubles anxieux. Donc, le yoga est associé à une diminution des symptômes d'anxiété et on suggère encore ici que c'est une intervention complémentaire prometteuse. Pour le TSPT, donc le trouble de stress post-traumatique, une autre revue systématique, parce que pour le trouble de stress post-traumatique, il y a besoin d'intervention complémentaire parce que les traitements standards présentent souvent des taux d'abandon très élevés. Donc, des approches alternatives ont une importance au niveau du trouble de stress post-traumatique. Ce qu'on a trouvé, c'est une réduction significative des symptômes du trouble de stress post-traumatique, mais pas nécessairement une disparition du diagnostic clinique, mais quand même une réduction assez intéressante de l'intensité des symptômes. Il y a peu ou pas d'effets indésirables à rapporter et une bonne tolérance générale. Donc, le yoga est bénéfique comme intervention complémentaire et pour être intégré dans une approche multimodale. Alors, c'est sûr que là, je vous ai présenté ça assez rapidement, mais évidemment, les différentes revues de littérature et revues systématiques soulignent un certain nombre de faiblesses dans la recherche. Et je vous donne pour un petit tableau. Évidemment, quand on fait de la recherche sur le yoga, c'est rare qu'on a 150 participants par groupe. C'est souvent des petites tailles d'échantillons, 25, 30 participants par groupe, quand ce n'est pas 15 ou 20. Les protocoles de yoga ne sont pas vraiment bien définis, bien décrits. Et il y a un manque de mobilité. Parfois, la durée des programmes, c'est 8 sessions, des fois c'est 14, des fois c'est 25. On ne sait pas toujours le nombre de sessions, la durée des sessions. Donc, il y a un manque de mobilité dans les protocoles. Il y a un manque d'essais randomisés. Manque de groupe contrôle adéquat. Manque de suivi à long terme. Et manque d'argent pour mener des essais solides. C'est certain qu'avec un peu plus de fric, on pourrait faire des essais randomisés plus solides, mais c'est difficile d'aller chercher de l'argent dans les compagnies pharmaceutiques pour faire des essais sur le yoga. Alors, est-ce qu'il y a des risques? Donc, comment intégrer le yoga à la psychothérapie? Est-ce qu'il y a des risques au yoga? Il y a peu de risques psychologiques considérant que on a quand même une formation de psychologue, de psychothérapeute, d'intervenant psychosocial. Donc, de ce côté-là, on est quand même assez bien équipé. Par contre, il y a des risques possibles au niveau physique. On n'a pas une formation comme psychologue ou intervenant psychosocial sur tous les risques physiques possibles. Donc, c'est important d'avoir une idée des limites des clients, des limites physiques. Qu'est-ce qu'on fait avec la spiritualité? Il faut s'en tenir aux aspects psychologiques et physiques. Éviter un peu l'ésotérisme. Si des clients vous parlent de chakras, ben, moi, je dis toujours à mes étudiants, il n'y a pas de preuve que les chakras existent, puis il n'y a pas de preuve qu'ils n'existent pas. Ce qu'on sait, c'est qu'au niveau physiologique, les endroits où supposément il y a des chakras, il y a tout un système de glandes endocriniennes. Et lorsqu'on fait des postures et des respirations, on stimule ce système-là. Ça ne veut pas dire qu'on stimule les chakras. On a un effet physique au niveau du système endocrinien. Donc, c'est important avec les différents ordres professionnels auxquels on appartient, de ne pas se lancer dans des trucs un petit peu trop ésotériques. Évidemment, on a une absence de formation, nous, dans l'intervention psychosociale, en termes de yoga. On n'est pas formé pour faire du yoga, pour donner, à moins d'aller chercher une formation. Et il y a quand même une différence importante dans la philosophie du yoga versus la psychothérapie.
La finalité de la psychothérapie, c'est de réduire les symptômes, améliorer le mieux-être, le renforcement du moi, la connaissance de soi, la résolution des conflits interpersonnels et personnels. Dans le yoga, à la limite, on veut accéder à des stades supérieurs de conscience. On peut même viser la dissolution du moi, le contact avec un sentiment universel. Donc, ces aspects-là, lorsqu'on approfondit le yoga, peuvent être risqués si on a des clients qui ont tendance à... On doit commencer par questionner le client sur ce qu'il en pense. C'est quoi ses attentes? C'est quoi ses préjugés? C'est quoi ses expériences passées? Si le participant nous dit, moi, le yoga, ça ne m'intéresse pas, on arrête. On n'insiste pas. Okay? Si un certain André pourra vous en montrer tout à l'heure. Et si le client veut approfondir, essayez de voir avec lui c'est quoi ses objectifs. Essayez d'avoir des contacts avec une banque de yoga thérapeutes en qui vous avez confiance et vous maintenez le contact avec le yoga thérapeute si en parallèle, le client continue de vous suivre. Donc, intégrer, oui, mais avec une certaine prudence par rapport aux attentes. Si le patient, si le client vous dit, mais moi, avec le yoga, je vais atteindre le nirvana, peut-être mieux de baisser ses attentes un petit peu. Okay? Prudence par rapport aux postures faites. Évidemment, on a les assurances professionnelles. Si vous ne faites pas attention aux limitations physiques des clients et qu'un client se disloque une épaule, vous allez peut-être avoir des problèmes. OK. Euh, si vous le pouvez, aller chercher une formation de yoga ou bien connaître de bons professeurs de yoga et essayer de le pratiquer vous-même. Alors, petit message en terminant. Évidemment, le yoga, il faut l'intégrer à sa vie quotidienne. Et un message important, évidemment, il y a celui-ci où on vous dit d'aller faire du yoga pour. Mais la source de stress est un peu ailleurs. Et celle-ci est très importante. Si votre environnement de travail ou votre environnement personnel ressemble à une planche à clous, la première chose à faire, c'est d'enlever quelques clous avant de penser à méditer. OK, alors, voilà. Donc, pour moi, c'est terminé. Je vais laisser la place maintenant à Caspar. Merci, Gilles. Voilà. Est-ce qu'on a le temps pour quelques questions rapides, s'il y en a? Sinon, on pourra aussi discuter un peu plus à la fin. Je vois beaucoup d'applaudissements, pas des mains levées, donc je vais donc continuer avec moi. Merci, Gilles, pour la transition avec l'image de mindful et mindful. Je me suis abstiné de le démontrer parce que c'était aussi mon classique, mais je ne voulais pas me répéter. OK, donc là, je vais partager mon écran. OK. Est-ce qu'on le voit? Oui. C'est arrivé? D'accord. OK. Alors, mon nom est Caspar Schatke. Comme je disais, je suis professeur à l'UQAM. On fait en psychologie du travail des organisations. Donc, je ne suis pas clinicien, mais au travail des organisations, on est quand même concerné par le bien-être des personnes qui sont impliquées. Et enfin, on peut avoir beaucoup d'impact en travaillant sur le travail. Comme Jules a démontré, le problème, c'est souvent, on est sur une planche des clous. Alors, enlever des clous, c'est toujours la grosse difficulté à travail. Donc, c'est toujours mieux d'enlever le stressor que pallier les symptômes du stress. Néanmoins, c'est très difficile de faire ça et des fois, on n'a pas le choix que pallier les symptômes. Donc, le yoga et la présence attentive peuvent être une bonne façon pour en faire. Mais alors, c'est quoi donc la présence attentive? Premièrement, le non-présence attentive, la pleine conscience, le mindfulness, c'est toute la même chose, OK?
Moi, j'utilise plus le mot présence attentive parce que ça met l'accent sur le moment présent, être là en ce moment-là. OK. Donc, alors, il y a plusieurs aspects. Donc, généralement, être en présence attentive, ça veut dire être attentif à son expérience actuelle, son expérience interne, mais aussi externe. Ça peut être l'un ou l'autre ou les deux. Alors, on met on est attentif et dans l'instant présent. Alors, on ne pense pas au futur ou au passé, donc c'est vraiment juste les choses qui sont là en ce moment. Et on fait ça sans jugement. Et ça, c'est souvent quelque chose de très difficile de ne pas juger parce que des fois, on se juge quand on juge. Et là, c'est dans le méta-jugement, si on veut. Alors, ça, c'est quelque chose à cultiver de ne pas faire, mais c'est très difficile de ne pas faire, surtout dans notre société. Bon, et finalement, un quatrième aspect de la présence attentive, c'est de faire tout ça, alors être attentif au moment présent et sans jugement avec intention. Donc, je fais ça, je suis conscient d'avoir cette attitude et je le fais avec conscience. Voilà. Euh, donc, en psychologie, la présence attentive, c'est un concept assez récent. Donc, ça fait peut-être 30, 40 années qu'on travaille là-dessus. Mais le concept soi-même, c'est évidemment plus vieux. Il y a des racines dans les transitions contemplatives orientales, un peu comme le yoga. C'est complémentaire au yoga, donc ça va ensemble. Donc, je peux faire le yoga en présent, être conscient, en présence attentive, mais le yoga va aussi aider à être plus dans le moment présent. OK? Souvent, la présence attentive, c'est utilisé dans des aspects de psychothérapie, surtout la troisième vague. Euh, et on met l'accent sur un état de conscience attentif au moment présent, qu'on disait. Ça peut être une pratique de méditation, mais la méditation peut être aussi utile à arriver à un état de présence attentive. Alors, méditation et présence attentive, ce n'est pas nécessairement la même chose, mais ça va quand même ensemble. OK. C'est quoi? Je sais, c'est très abstrait comme le yoga, il faut le faire un peu. Euh, donc, alors, c'est quoi? Est-ce que c'est un état? Est-ce que c'est une disposition, un processus? Bon, peut-être les trois. Donc, c'est clair que quand je suis en présence attentive, je porte attention, mettons, à ma respiration, mais c'est un état. Donc, en ce moment, je suis plus en présence attentive qu'avant ou que peut-être que dans les prochains instants. En même temps, c'est aussi une disposition dans le sens qu'il y a des gens qui sont habituellement plus dans le moment présent que d'autres. Alors, on a les deux aspects, mais c'est aussi un processus. Alors, si je m'assois pour méditer, euh, et si je fais assez longtemps, c'est sûr que ça va changer. Ça va être dur au début, et peut-être après, ça va être plus facile, ou même le contraire. Alors, il y a toujours le changement. Et quand on essaye de faire avec intention, on se rend compte aussi de ce changement, de ce processus, de ce voyage, si on veut. Voilà. Alors, en psychologie, on a toujours intéressé, il y a la dimensionnalité, est-ce qu'il y a peut-être une, deux ou plusieurs dimensions de la présence attentive? On peut dire, peut-être il y a juste une dimension, c'est juste une expérience holistique, la bonne Gestalt. Euh, et donc, c'est vrai, donc il faut vivre cette expérience tous ensemble, tous les éléments, mais il y a aussi plusieurs aspects. Il y a l'aspect de l'attention, porter attention, mais aussi l'aspect de l'acceptation, alors le non-jugement. Euh, et il y a aussi des questionnaires qui font de la différence entre cinq dimensions, donc observer, décrire, agir de façon attentive, sans jugement, non réactif. Alors, il y a quand même plusieurs aspects, plusieurs facettes à la présence attentive, mais à la fin, c'est quand même quelque chose holistique que je dois apprendre, cultiver ensemble. OK. Rapidement, des choses que la présence attentive n'est pas. Donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose de mystique ou religieux. Ça peut l'être. Donc, toutes les religions ont des aspects contemplatifs, mais je peux bien faire une méditation de présence attentive tout à fait non religieux et même pas. Yeah, c'est ça. Alors, c'est pas une relaxation.
ou juste la respiration profonde. Ça peut nous aider à relaxer, mais ça peut aussi nous avoir des effets contraires, dépendamment dans quel état je suis en ce moment. Et le but, c'est pas nécessairement ça. C'est pas de vider l'esprit parce qu'on sait que c'est impossible de ne pas penser à quelque chose, ça va amplifier de penser à ça. Donc, c'est plus vraiment se rendre compte que mon esprit n'est pas vide et là, ça va se calmer. Euh, voilà. C'est pas un processus passif, donc c'est pas rien faire. Donc, je suis très actif. Aussi, dans la définition, avec l'intention, ça suggère un certain niveau actif. Donc, j'observe activement ce qui se passe en moi ou autour de moi. Et c'est genre, on ne peut pas rater. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. On a toujours peur de rater, mais on ne peut pas. Alors, c'est comme en Star Wars, on le fait ou le fait pas. Euh, c'est comme, alors, si je m'engage à porter attention, par exemple, à ma respiration, je vais le faire. Ça va être difficile, je vais m'éloigner, mais je vais aussi revenir. Mais je ne peux pas vraiment rater cet exercice. Dans ce sens-là, on parle aussi des trois actions dans la présence attentive. Alors, il y a cette question de l'intention. euh, avec, ça, avec l'intention de pratiquer souvent, on va se développer, ok? On va approfondir plus les connaissances. Euh, on va cultiver l'attention, on va être plus dans le moment présent, on va observer les expériences et on fait ça sans les jugements. Et c'est important de cultiver cette attitude de curiosité, de l'ouverture, de l'acceptation, aussi de ne pas chercher des expériences agréables ou éviter des expériences désagréables. On va juste les accepter, ils sont comme ça, et c'est ça. Et dans ce sens-là, ce ne sont pas des étapes distinctes, mais c'est juste tous ensemble, donc dans le sens plus un processus holistique dans ce sens-là. OK. Euh, alors, la présence attentive, ça s'encadre dans d'autres pratiques contemplatives comme le yoga, on a déjà parlé et on va faire l'expérience. Euh, et quand on parle de la présence attentive, il y a aussi l'autocompassion. Et l'autocompassion, c'est un aspect qui est similaire à la présence attentive, mais c'est exactement la même chose. Donc, c'est quoi l'autocompassion? Euh, c'est se traiter avec une bienveillance, surtout en face à la souffrance, à l'échec ou à la difficulté. Donc, quand ça va pas bien, j'essaie d'être bienveillant avec moi-même au lieu de me critiquer. Je vais être ouvert ou inviter cette idée que je suis humaine et les autres ils sont comme moi. Donc, je ne suis pas seul dans ma souffrance. C'est tout à fait normal d'avoir des échecs ou ces sentiments. Et je fais ça dans un état de présence attentive, donc en observant et dans le non-jugement. Et là, on voit aussi comment les deux sont ensemble, oui, sont similaires. Euh, je regardais un peu comment on peut les comparer, les deux types de présence attentive et autocompassion. Donc, alors, dans la présence attentive, on observe plus le présent et l'autocompassion met l'accent plus sur des choses qui sont difficiles. Donc, la question centrale, c'est plus qu'est-ce qui se passe maintenant, tandis que dans l'autocompassion, comment est-ce que je vis une situation. Euh, donc, l'accent dans la présence attentive, c'est sur l'expérience immédiate, les pensées et émotions, sensations. Et l'autocompassion regarde plus la relation à soi-même que j'ai avec moi quand ça va pas bien. Euh, et donc, face à une émotion difficile, dans la présence attentive, on va plus reconnaître l'émotion et plus rien faire. Et dans l'autocompassion, on va quand même répondre avec une certaine gentillesse qui est impliquée à ça. Euh, et le rôle du jugement, donc, alors, la présence attentive nous invite à reconnaître notre jugement, mais encore une fois, on ne va pas intervenir. Et l'autocompassion nous invite plus à remplacer cette autocritique par une attitude plus positive, soutenante. Alors, donc, par exemple, dans la présence attentive, les exercices classiques, ce serait la méditation
sur la respiration, les balayages corporels ou une marche consciente. Ce seraient des exercices en présence attentive. Et dans l'autocompassion, on peut faire une pause d'autocompassion quand les situations sont difficiles. On va arrêter ou se donner des phrases bienveillantes. OK, donc en résumé, je trouve ça très cool de dire, donc la présence attentive, c'est genre comme une lampe de poche qui éclaire mon expérience sans jugement et sans modification. Euh, et et l'autocompassion, c'est genre la main chaleureuse qui apporte une réconfort et la sécurité quand je suis en train de souffrir et face aux émotions difficiles. OK. Euh, alors là, la recherche, donc ça c'est déconstruit, c'est comme beaucoup de descriptions, mais il y avait beaucoup de recherches sur la présence attentive aussi. Euh, et au début, la recherche était plus concentrée sur l'efficacité des interventions, surtout le fameux MBSR, c'est le Mindfulness-Based Stress Reduction Training. C'était conçu pour traiter des symptômes psychologiques et physiologiques, surtout reliés au stress. Ça fonctionne. Euh, mais maintenant, la recherche se pose plus la question comment ça fonctionne? C'est quoi le fonctionnement des mécanismes? Et là, je vous ai apporté trois exemples de mon laboratoire de recherche, trois projets que j'aimerais vous très brièvement présenter. Dans le premier, c'était la thèse de ma doctorante qui, je pense, aussi parmi nous, sur la présence attentive et les troubles de stress post-traumatique, le TSPT, des pompiers de Montréal et de Laval. Euh, et là, on savait qu'il y a un lien. Alors, les gens qui sont plus attentifs, ils ont tendance à avoir moins de symptômes TSPT. Et, et les pompiers sont beaucoup touchés par le stress parce qu'ils ont beaucoup de tâches différentes, beaucoup d'expériences qui sont traumatisantes, peuvent être traumatisantes. Donc, leur taux de TSPC, c'est bien plus élevé que le TSPT dans la population normale, dans ce sens-là. Et on sait que la présence attentive peut être bénéfique. Et là, on s'est posé la question, pourquoi est-ce que ça peut être? Alors, quels sont les mécanismes? Alors, on avait identifié la dissociation péritraumatique, le détresse des péritraumatiques et le coping, soit le coping d'approche ou d'évitement. Et là, sans jugement, vous allez apercevoir la prochaine diapo. Alors, il y a des chiffres. Euh, alors, rapidement, c'était un modèle qui nous ont, avec les pompiers de Montréal, on a trouvé donc le lien négatif alors, de présence attentive et les symptômes TSPT. Donc, les gens, des pompiers qui étaient plus présents en général, donc la disposition dans la vie, ils ont en général moins de symptômes. Et là, on a trouvé que c'est parce que ils utilisent moins de symptômes de coping d'évitement. Donc, ils évitent moins la situation, ce qu'ils ont vécu. Et dans une deuxième étude avec des pompiers de Laval et du Québec, sur plusieurs temps de mesure, on a trouvé le même résultat qu'ici. Donc, les stratégies d'évitement, c'est ce qui ont poussé l'effet. Un autre exemple, c'est sur l'autocompassion et le matérialisme pendant le vendredi fou. Alors, on a mesuré pendant ce temps où les gens consomment, c'était des Américains aux États-Unis, comme la folie. Euh, et là, on a trouvé donc un lien donc, négatif de l'autocompassion vers le matérialisme. Alors, les gens qui sont plus autocompassionnés, ils sont moins dans le matérialisme. Et pourquoi? Parce qu'ils évitent moins leurs expériences. Alors, parce que souvent, les gens achètent des choses juste pour éviter quelque chose d'autre. S'ils ont l'autocompassion, ils n'ont pas besoin de faire ça parce qu'ils sont autocompassionnés envers eux-mêmes. Alors, et donc, ils sont moins matérialistes et donc, ça amène à plus de satisfaction de vie. Bon, et un troisième exemple, parce que les bonnes choses sont toujours trois. Alors, la question de l'autocompassion. Euh, et la présence attentive quand j'ai des impasses décisionnelles des leaders. OK? C'est quoi une impasse décisionnelle? Donc, c'est quand je, je travaille sur mes buts, alors des objectifs, par exemple professionnels, mais qui sont importants et j'ai beaucoup d'échecs. Je commence à douter mon but. Je remets en question et ça présente un conflit interne
et ça peut mener au désengagement de ces buts, mais pas nécessairement. Mais juste vivre cette impasse décisionnelle euh, fait en sorte qu'on a encore moins progrès envers l'objectif, on vive le stress, on a plus de bien-être, ça peut avoir des symptômes dépressifs et on peut même se désengager, par exemple, au but de carrière. Bon, et là, on voulait savoir si l'autocompassion et la présence attentive, donc les deux, sont reliés aux impasses décisionnelles. Et donc, on a trouvé qu'en effet, les gens qui étaient plus autocompassionnés, plus tendres envers eux-mêmes, ils ont vécu moins des impasses décisionnelles. Et ça, c'était expliqué par l'accès aux soins. Donc, les gens qui sont plus autocompassionnés, ils connaissent moins eux-mêmes leurs besoins personnels et ce dont ils ont besoin, alors ils vivent moins des impasses décisionnelles. On a aussi regardé, est-ce qu'on trouve la même chose avec la présence attentive? Oui, ça aussi, on trouve alors que l'autocompassion et la présence attentive, les deux mènent à plus l'accès aux soins et expliquent aussi qu'il y a moins d'impasse décisionnelle. Bon, et pour les nerds de recherche parmi nous, on a trouvé ça aussi pour les changements entre plusieurs temps de mesure. Alors, l'accès aux soins et l'autocompassion mène à moins d'impasses, changement des impasses entre deux temps de mesure. Alors, voilà. Donc, ça, c'est ce que je fais, mais un petit résumé de l'état des connaissances. Donc, il y a plusieurs méta-analyses que j'ai trouvées pour vous. Donc, c'est des recherches sur les recherches. Et on sait qu'en principe, la présence attentive a des effets bénéfiques. OK? Alors, ça mène à donc, la médiation et le MBSA, par exemple, augmentent le bien-être en général. Les thérapies basées là-dessus sont efficaces. Le MBSA, le Mindfulness-Based Stress Reduction, aide le stress et l'autorégulation. Ça, c'est important. Ça aide aussi à la motivation, euh, réduction du stress, épuisement, plainte sémantique au travail. Ça aide le bien-être, la performance et la satisfaction au travail. Alors, il y a aussi des effets au travail, surtout pour les professionnels en santé qui en profitent. Et il y a une relation entre la présence attentive et l'autocompassion parce que conceptuellement, les deux sont pas les mêmes, mais reliés. OK. Alors, comment puis-je pratiquer la présence attentive? C'est la question pour mettre la table pour André. Euh, alors, il y a plusieurs façons. Il y a des façons plus formelles, comme faire des méditations sur la respiration, les balayages corporels, méditation de sang, de pensée, méditation de bienveillance, c'est comme sur l'autocompassion. Il y a aussi le yoga. Euh, donc, c'est plus des formels avec l'intention de faire dans un certain moment, mais aussi des pratiques plutôt informelles comme des marches, manger en pleine conscience, l'écoute, faire des tâches comme vider la lave-vaisselle de façon consciente. Ça peut être une activité informelle de la présence attentive. Bon, mais comme la recherche sur le yoga, la recherche sur la présence attentive, c'est pas sans critique. Alors, il y a ce bon article Mind the Hype de Nicholas Van Damme en Australie qui a montré que vraiment les publications sur la présence attentive sont vraiment augmentées immensément depuis 2005 environ. Euh, et pour résumer tout ça, il dit, bon, il faut encore clarifier les concepts et les pratiques. Qu'est-ce que c'est exactement la présence attentive dans la recherche? Qu'est-ce que exactement est-ce que je recherche? Donc, alors, ça vient avec donc, les mesures, il faut les améliorer, être plus précis et inclure des évaluations des effets indésirables parce que ce n'est pas toujours bon pour tout le monde dans chaque situation. Et là, on en sait un peu moins. Et donc, il faut encadrer plus rigoureusement la formation des instructeurs. Comme Gilles disait sur des instructeurs de yoga, si on veut impliquer ça dans la psychothérapie, faites attention de travailler avec quelqu'un qui est bien formé. Et bon, alors, et il faut communiquer des résultats sans exagérer les effets. Voilà. OK. Donc, rapido, c'était une introduction sur la présence attentive. Est-ce qu'il y a pas de questions? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que je vois quelqu'un? Euh,
Non, je vois personne. Donc, je pense le crowd est mûr pour faire quelque chose de pratique. Et donc, je laisse la scène pour André. Il y a une question à Gilles et Caspar ici, donc la question de Catalina. Est-ce OK. qu'il y a des recherches en cours au Québec concernant l'impact des approches présentement aujourd'hui dans le milieu hospitalier, par exemple chez les personnes atteintes d'une maladie chronique, etc. Est-ce que vous connaissez des recherches qui sont en cours sur Euh, ça? pour la présence attentive, il y a des recherches sur les maladies chroniques, si c'est au Québec ou pas, je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de recherches sur la douleur et il y a des effets positifs de la présence attentive à la douleur. Donc, cette idée de faire la différence entre la souffrance et la douleur et porter attention sur la douleur, en fait, diminue pas la sensation physique, mais ma relation avec la douleur et ça peut avoir des effets bénéfiques. Si c'est au Québec, je ne sais pas. Au niveau du yoga, j'ai déjà mené quelques recherches il y a quelques années sur le yoga pendant la chimiothérapie pour les femmes atteintes de cancer du sein. Et ce qu'on avait observé, c'était une diminution de euh, symptômes de dépression, une diminution des symptômes d'anxiété et une amélioration de la qualité du sommeil, entre autres dans les quelques études que j'avais menées. Et une autre étude qui s'est terminée l'an dernier, c'est un programme de yoga qui n'était pas destiné aux patients cette fois-ci, mais destiné aux médecins résidents. Donc, on avait offert un programme de yoga pour les médecins résidents. Et on a noté chez les médecins résidents, évidemment, une diminution des symptômes de dépression, d'anxiété, une amélioration de l'autocompassion et de la satisfaction de compassion. Et là, on est en train d'analyser des données sur un programme de yoga destiné aux musiciens. Donc, alors, c'est les projets qui sont actuellement en cours de mon côté. Voilà. Il y avait une autre question ici, juste pour finir. J'aimerais savoir s'il y a déjà au Québec des professionnels ayant intégré le yoga dans leur pratique clinique. Est-ce que vous avez cette... J'ai pas l'information. Je sais qu'il Mhm, y a quand même un certain nombre de psychologues qui ont suivi des formations de yoga. mhm, Je ne pourrais pas vous les nommer, mais je pense que peut-être en allant sur le site de l'Ordre des psychologues, vous pouvez avoir la description des spécialités, le type d'intervention que les psychologues font. Il y en a qui vont vous mettre intervention troisième vague ou yoga. Je sais qu'il y a quelques années, j'avais donné une formation à l'Ordre des psychologues sur l'intégration du yoga en psychothérapie. Cette formation est encore disponible sur le site de l'OPQ. Euh, mais de vous en nommer, je ne pourrais pas, mais je sais qu'il y a probablement un certain nombre de psychologues qui intègrent le yoga, surtout probablement avec des stratégies de respiration, de posture sur chaise, ce qui est plus réalisable dans le domaine de la psychothérapie que dérouler un tapis dans son bureau ou faire une séance de yoga, parce que nous, les psychologues ou les intervenants en psychothérapie, à part quelques exceptions, on n'a pas une formation de professeur de yoga. Donc, c'est là où on peut intégrer, oui, certaines postures, et ça, je pense qu'André pourra vous le montrer tantôt, mais de là à s'improviser professeur de yoga, il faudrait quand même être prudent, mais je sais qu'il y a des psychologues qui ont suivi des formations de yoga certifiées. mhm. Ben aussi à l'UQAM, il y a le cours justement qui était chapeauté par toi, Gilles, l'intervention clinique basée sur le yoga et la présence attentive.
Et moi, j'ai donné ce cours à l'UQAM en hiver. Maintenant, j'étais chargé de cours pour ça. Il y a Marina aussi Doucerin qui donne ce cours. Et bon, on donne quand même une bonne base de compréhension. Il y a même un cours Mhm. niveau 2. Oui, le Euh, niveau 2 qui a ouais, été donné cet hiver par une de mes ex-étudiantes, ouais. euh, qui, elle, est aussi psychologue, mais qui a suivi une formation de yoga. Donc, et là, c'est vraiment axé sur l'apprentissage de posture faisable en cabinet de yoga, de psychologue. Ouais, C'est c'est ça. Anneli Anestin qui a donné le cours cet hiver. Et il y a aussi dans cette idée, ordre des idées, il y a aussi un cours sur la présence attentive comme Ouais. outil d'intervention dans n'importe quel contexte. Mais pas comme utile dans la psychothérapie, mais intervention dans les milieux divers. Ouais, cet hiver, j'avais des élèves qui étaient un peu de tous ces cas. Tu sais, j'avais des intervenants sociaux, puis j'avais aussi des ergothérapeutes, par exemple, des psychologues, des psychanalystes. Donc, c'était vraiment très varié, hein. Donc, voilà, c'est vraiment super intéressant comme les gens ont cet intérêt-là. Bon, est-ce qu'on peut partir à la pratique? Vous voulez pratiquer un petit peu? Oui. Oui, oui, je vois tout le monde fait comme oui, super. Donc là, merci beaucoup Caspar, merci beaucoup Gilles. Je suis honoré d'être auprès de ces merveilleux professionnels ici. Merci de m'avoir accepté ici avec vous. On va vraiment être sur une chaise, ok? Donc, si vous avez une chaise, juste tassez-vous un petit peu de votre bureau. OK, puis moi, je vais être plus en arrière, OK, je vais être un tout petit peu plus loin. Donc, je me déplace vers ma place. Donc, je vais juste baisser un petit peu ici, que vous voyez mon pied aussi. Ouais, super. Est-ce que vous me voyez bien? Faites juste comme un yes, good, super, magnifique. Good, parfait. Donc là, pour commencer cette pratique, ça va être une pratique simple, une vingtaine de minutes. On va explorer un petit peu de yoga, un petit peu de présence attentive. Puis, je vais être un petit peu dans les axiomes que Caspar a parlé, c'est comme intention, attention et attitude. Je pense qu'on pourrait intégrer ça dans la pratique de yoga et je crois que pour commencer, c'est super intéressant. Donc, première chose, intention. Donc, on va, dans ce premier moment, juste déposer les mains sur les cuisses, si vous voulez, ou laisser les mains comme ça, ou les mains, ben, sachez où vos mains sont placées au moins. OK? Donc, et si vous voulez, vous pouvez délicatement fermer les yeux. Si vous voulez garder les yeux ouverts, gardez les yeux ouverts, mais juste calmer un petit peu le regard. Donc, ça veut dire que comme si on baisse un petit peu, on regarde un peu plus vers le bas. Donc, délicatement, on va prendre quelques respirations. Puis, on va se mettre une intention pour cette pratique simple. Et l'intention en yoga et en présence attentive doit être quelque chose de simple, mais concret. Euh, c'est comme se dire, ah, je m'en vais à Québec. D'accord, oui, d'accord, tu t'en vas à Québec, donc tu vas mettre sur ton GPS. Mais à quelle heure tu vas? C'est quoi la meilleure voie pour aller? Donc, tu vas voir sur le GPS, ok, donc tu analyses. Donc, il y a quand même quelque chose d'assez concret. Ok, je vais prendre la 20 pour me rendre à Québec. Good, parfait. Donc, notre idée ici, ça va être pourquoi je vais pratiquer 20 minutes de yoga maintenant? C'est quoi mon intention? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pour ma clientèle? C'est pour apprendre? C'est pour se calmer? C'est pour s'activer? Avec cette respiration calme, de l'air qui rentre par le nez et de l'air qui sort par le nez, on met une intention, comme une phrase, ou ça peut être juste une expression, mais claire
est clair dans ma tête. Donc là, on a notre chemin. Et là, on va rentrer dans l'attention, le deuxième axiome. L'attention va être menée vers la respiration. On va sentir l'air entrer par le nez et on va sentir l'air sortir par le nez, doucement. Sentez que l'air qui rentre est un peu plus frais et sentez l'air qui sort, c'est un peu plus tiède, chaud même. Magnifique. Sentez que vos pieds sont par terre, vous sentez le pied qui touche le sol, vous sentez les mains, vous sentez votre colonne vertébrale qui s'allonge dès le coccyx jusqu'à la tête. C'est comme si votre colonne est allongée, pas droite, mais allongée, étirée, longue. Et observez que juste prendre quelques respirations comme ça, avec un objectif, une intention précise, on place notre corps dans une autre dimension, la dimension de la présence. Et ça, c'est très yoga. Et la dernière axiome, c'est l'attitude. Donc, on a l'intention, on a l'intention et on a l'attitude. Donc, l'attitude, c'est pour nous aujourd'hui, parce que ça peut être dans plusieurs spectres différents, mais l'attitude, ça va être l'attitude du corps. Donc, on va garder une attitude fière, comme si le chest, il levait un tout petit peu. Les épaules vont légèrement en arrière et vers le bas. Donc, ça va être une attitude plutôt corporelle. On va essayer de temps en temps de se rappeler de cette attitude. Je me propose à pratiquer yoga pour encore quelques minutes. De- je propose à mon corps fièrement de être là, présent, pour pratiquer un peu de présence attentive. Magnifique. On va très doucement ouvrir les yeux. Ok. Donc, hmm, super. On va laisser les bras vers le côté comme ça, tomber un petit peu vers le côté. Donc, les bras relâchés vers le côté. On va inspirer, on va lever les bras vers le plafond. On inspire. Ah, c'est cool, je vois tous les bras qui s'élèvent. Ah, c'est nice. Expire, on descend. Super. Ouais, magnifique. C'est comme si, avec les bras qui se lèvent, qui se lèvent, on a aussi un sourire. C'est comme si les joues se lèvent avec, tu vois. Donc, on peut essayer de faire comme une espèce de mouvement avec. Donc, on inspire, et là, ça lève, ça allonge, ça va vers le haut, on active, on a l'attitude. Ouais. Expire. Ouais. Mhm. La respiration peut être comme vous voulez, ok? En yoga, normalement, on respire par le nez et on expire par le nez. Mais si vous avez le nez bouché un peu, vous êtes enrhumé, ben respirez par la bouche, il n'y a aucun souci. Ou si vous trouvez que ça, c'est pas agréable, André, non, je préfère de respirer par la bouche, il n'y a aucun souci. Respirez par la bouche. Ou inspirez par le nez, expirez par la bouche. C'est à vous. Mhm. Super. Ouais, magnifique. Expire. OK. On va faire l'inspiration un tout petit peu plus vite. Vu qu'on est le matin, on inspire. Et l'expiration, on va faire un tout petit peu plus lent. Ouais. Un tout petit peu plus lent, un tout petit peu plus lent. Ouais, super. OK. Donc, c'est comme si l'inspiration, on fait en deux temps. Ouais. Un, deux. Ouais. Et l'expire, on fait en quatre, trois, deux, un. Super. Allons-y encore. Inspire. Un, deux. Et on expire en 6, 5, 4, 3, 2, 1. À nouveau, c'est pas un cadre fermé, ok, André? Non, c'est trop vite, c'est trop lent. Ben, faites comme vous voulez, pas de souci. Si vous voulez m'accompagner, 6, 5,
4. Peut-être vous commencez à sentir un peu les épaules, hein. Faites attention à vos épaules, hein. Faites une dernière fois. Allez, dernière fois. Dernière respiration. Comme ça. Expire. Un 6, 5, 4, 3, 2, 1. Magnifique. On dépose les mains sur les cuisses, tranquillement. Si vous voulez fermer les yeux un petit peu, puis observer qu'est-ce qui se passe avec votre corps. Donc, vous avez votre intention, vous avez votre GPS. Ressentez votre corps. Ressentez les pieds qui touchent le sol. Ressentez les mains qui touchent les cuisses. Ressentez votre dos qui s'allonge dès le coccyx jusqu'en haut. Super. Et observez peut-être votre corps s'est stimulé, mais c'est stimulé en présence. C'est ça que c'est intéressant. On ouvre les yeux tranquillement. Magnifique. Ok, on va se lever parce que je pense que, je ne sais pas si vous êtes tanné un peu d'être d'être assis. Bon, ouais. Ok, allons-y. Gaspard, je pense qu'il y a des gens qui arrivent, donc si jamais tu peux accepter les gens, c'est merci. Ouais, je fais la partie technique. Merci beaucoup, c'est gentil. Ok, on va être debout en position de la montagne. Ok, c'est une position de base, position de la montagne, celle-là. Et on va sentir les pieds qui touchent le sol. Ça, c'est une posture de yoga. Ok, donc c'est vraiment, on appelle ça la position de la montagne. On va sentir les pieds au sol bien ancrés par terre. Les mains, on essaie de les activer et pousser vers le bas comme si on voulait, comme si on avait des racines aériennes avec les mains. Donc, ils s'en vont le plus bas possible. Donc, on active. Et le chest, il est fier. Je lève un peu plus le sternum. Ouais, super. Et on regarde l'horizon là vers en avant. Vous n'avez pas besoin de me regarder sur l'écran. Observez votre respiration là-dedans. Sentez-la rentrer, sentez-la sortir naturellement. On va juste tranquillement activer les cuisses et pousser un tout petit peu les talons vers le sol, au même temps qu'on essaie de grandir, d'allonger avec la tête vers le haut. Donc c'est comme si le top de la tête voulait s'allonger, comme si on voulait ouvrir le cou. C'est une position super intéressante. Si vous voulez, vous pouvez aussi lever les bras. C'est la montagne avec les bras allongés vers le haut. Ah, donc peut-être vous ne voyez pas mes bras, mais mes bras sont allongés vers le haut, dans une position très fière. Les bras peuvent être un peu ouverts aussi. Ouais, c'est ça comme un V. Ouais. Et les épaules peuvent être légèrement vers le bas, mais pas détendues, parce que les épaules sont quand même actives. C'est impossible de détendre les épaules avec les bras levés. Mais on n'a pas besoin de surcharger, donc les épaules ne se lèvent pas trop. Puis là, les mains, là en haut, sont bien activées. On veut que tout notre réseau neurologique soit actif. Donc, les doigts peuvent s'ouvrir là en haut. Les orteils peuvent s'ouvrir là en bas. Oui, les yeux sont ouverts ici. Pas besoin d'ouvrir plus. Les oreilles, on l'ouvre. C'est bon. Oui. Il y en a dans une position qu'on est vivant. On est comme un arbre en printemps, hein. Imaginez, vous êtes un arbre, vous tirez du sol les nutriments, vous voulez le soleil, vous voulez la chaleur. Bon, on est tous des arbres. Ok, de là, on descend tranquillement les bras. À nouveau, prenez une pause ici. Maintenant, debout, si vous voulez fermer les yeux. Et je vais introduire un concept super intéressant qui s'appelle interoception. C'est la perception interne du corps. Donc, quand vous sentez votre battement du cœur, mettez une main sur le chest, si vous voulez. Sentez votre battement du cœur. Quand vous sentez un muscle travailler, quand vous sentez faim, soif, quand vous sentez une douleur au niveau d'une articulation, tout ça on appelle interoception. C'est la perception interne, interoception. Donc on travaille maintenant dans ce cadre de sensations interoceptives. Mhm. Et on descend les mains. Super. Et on va s'asseoir à nouveau.
Là, oui, pour une pratique plus yoga sur chaise. Donc là, ici, on va lever le bras droit. Je vais être un miroir, OK? Donc, on va lever le bras droit. Super. L'autre bras ici, il peut tenir la chaise au juste ouvert, comme ça, vers le côté. Puis là, ici, on va pousser vers le haut le bras droit et on va pencher un tout petit peu vers le côté. Mais rappelez que ce bras-là est actif, la main en haut est active parce qu'on veut que tout le réseau neurologique soit actif. Les orteils, là, vous ne voyez pas, mais mes orteils sont ouvertes là en bas. Ma main ici en bas est ouverte aussi. Donc, c'est impossible de penser à d'autres choses. Ben, c'est pas impossible, mais c'est quand même difficile de penser à d'autres choses. C'est comme... Parce que je suis présent. Je suis complètement là. J'ai la main en haut à ouvrir. J'ai mes orteils à s'ouvrir. J'ai ma main ici en bas à m'ouvrir. Donc, c'est difficile de penser, hein, il faut que j'aille chez Costco parce que l'essence est moins chère là-bas. C'est le petit hamster là-dedans. OK, on revient en haut avec les deux bras et on s'en va vers le côté droit maintenant. Donc on a le bras gauche levé et, ouais, et on allonge. Super. Donc j'active mes mains, j'active mes pieds. C'est très yoga, ça, hein? On cultive tout ce réseau, toute cette connexion. C'est ça que ça veut dire yoga. Yoga, ça veut dire connexion. Yug, yoga, connexion. Magnifique. On fait encore une dernière respiration. Et on revient. Super. On va prendre les deux mains ensemble, on entrelace les doigts et on va aller là vers le haut, bien étiré, bien allongé. Et on peut juste jouer, jongler un petit peu à droite, à gauche. Ouais, juste un petit mouvement à droite, à gauche. Doucement, 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 ouais. Pas besoin de shaker trop, ouais, c'est ça. Doucement. Vers un côté, vers l'autre côté. Super. Gardez-la en haut. On va tourner, twister un petit peu vers un côté, vers l'autre côté. Rappelez-vous, hein, en tout moment, si vous voulez, ah non, André, c'est fatigant, hein, je veux descendre. Il n'y a pas de problème, descendez vos bras. Prenez une pause. Mais l'idée, c'est de chauffer un petit peu le système, quand même. Ouais, super. Inspire profondément. Là-haut, expire, on descend. Magnifique. On détend un petit peu en roulant les épaules vers en arrière. Donc, faites quelques rotations avec les épaules. Super. Vers en arrière, quelques rotations d'épaule. Mhm. Vers en avant. C'est un bon moment pour penser à votre intention. C'était quoi mon intention déjà? Ah oui, c'était ça mon intention. Ah oui, super, parfait. Ok. Juste de temps en temps, revenir, c'est quand même intéressant. Super, magnifique. Ok, on va aller en haut avec les bras. Donc, on va faire le chat, mais sur la chaise. C'est le chat, spine waves. On va faire sur la chaise. Donc, on va inspirer, on lève les bras, si vous voulez, bien sûr. Et on peut regarder légèrement vers le haut. À l'expiration, on va toucher les genoux, puis on va courber le dos, là en arrière, en expirant. Donc, on inspire, on lève les mains, on lève la tête. Je vais montrer un peu sur le côté. Expire, on descend, on place les mains sur le genou, puis on courbe le dos. Inspire. Expire. Donc, quand vous levez la tête, vous regardez légèrement vers le haut. Faites attention, ok? Donc, quand on regarde vers le haut, on ne veut pas casser le cou, ok? Donc, on veut lever la tête le plus qu'on peut, mais sans exagérer. Donc, vous voyez que je suis capable de parler. Si je lève la tête, je ne suis pas capable de parler. C'est comme ça difficile de parler. Donc, ça veut dire que vous avez dépassé la limite de votre étirement de la gorge. D'accord? Donc, c'est un peu ça l'idée. Surtout dans un cadre de yoga thérapeutique. OK? C'est un peu ça qu'on fait là maintenant. Et expire. Ouais, super. On fait une dernière respiration comme ça. Ouais, expire. On descend. Et on fait une pause, comme la position de la montagne, mais assis. On prend une pause comme ça. Et à nouveau, on rentre en mode interoception.
Fermez un peu les yeux peut-être, si vous voulez. Comment vous sentez votre corps? Vous sentez un petit peu plus chaud peut-être? Vous sentez peut-être un petit peu plus le bâtiment cardiaque légèrement levé, le système respiratoire un petit peu différent peut-être? Toutes ces informations sont importantes parce que ça apporte un feedback à notre cerveau pour dire, waouh, regarde, André, il travaille sur son corps. Votre cerveau, il sourit quand il entend ça, hein. C'est votre nerf vague. Votre nerf vague, il envoie ce message, puis là, il est comme, ouh, génial. OK, on ouvre les yeux doucement. On va faire un dernier exercice ici, OK? Et ce dernier exercice, on va lever les deux bras. C'est comme en position de guerrier. Donc, les deux bras sont levés, OK? Ah non, attends. Descendez, descendez. Vous êtes trop bon, là. Vous faites trop vite. On va faire ça et pour un deuxième concept que j'aimerais vous proposer qui s'appelle proprioception. La proprioception, c'est la perception de l'espace, OK? Donc, notre perception est spatiale. Vous allez essayer de faire cet exercice de lever le bras, mais avec les yeux fermés. Puis là, ce que je vais vous proposer, c'est de lever les bras jusqu'à l'auteur des épaules. Donc, fermez les yeux, puis essayez de lever les bras jusqu'à l'auteur des épaules, mais sans voir vous sur l'écran ou quoi. Allez, fermez les yeux, si vous voulez, bien sûr. Et levez les bras jusqu'à l'auteur des épaules, où vous pensez que c'est l'auteur des épaules. Donc, les mains doivent être alignées avec vos clavicules. Gardez un petit peu comme ça, essayez de relâcher un petit peu les trapèzes. Ça veut dire les muscles qui sont très proches du cou. OK. Puis là, vous pouvez ouvrir les yeux puis voir si vos mains sont dans la bonne ligne. Ou peut-être sont un peu plus bas, peut-être un petit peu plus haut. Ouais. Donc ça, c'est votre rapport proprioceptif. OK, c'est la perception de votre corps. Et là, ce qu'on va faire, on est en guerrier 2. OK, c'est une position de yoga, ça s'appelle guerrier 2. OK, le Vidabhadasana 2. Les postures de yoga, des fois, ils ont des noms bizarres, on appelle ça de noms en sanskrit. OK? Mais on peut dire guerrier 2. Et là, on va regarder vers le côté droit. Oh, mais André, ça travaille les épaules. Oui, oui, ça travaille les épaules. C'est ça l'objectif. Dans un cadre de yoga thérapie, peut-être ce n'est pas une position que je vais donner au premier cours. On va descendre les bras. Peut-être ça va prendre 3, 4 cours. Peut-être on va jamais arriver à la position. Des fois, on garde plus dans qu'est-ce que l'élève ou le client il a besoin. OK? Donc, mais c'est une position très fière. On va aller de l'autre côté. On lève les bras et on tourne. Donc, c'est le guerrier, la guerrière. Il y a une forme active et il y a une fierté dans la position. Donc, les symboles en yoga sont extrêmement importants. Donc, la symbologie, si la personne est ouverte, voilà, allez, vous êtes le guerrier, la guerrière dans cette position. Active les mains, active les pieds, activez votre intention. Mhm. Et on descend. Placez les mains sur les cuisses, fermez un petit peu les yeux si vous voulez. Observez, observez votre corps, observez votre respiration. Comment vous vous sentez maintenant à l'intérieur? On va brièvement faire un scan corporel. C'est une technique de présence attentive très, très utilisée. On utilise énormément en yoga depuis des milliers d'années. Vous allez essayer de sentir comment ça va vos pieds. Autant dans le rapport proprioceptif, la perception de l'espace, que interoceptive. Donc, où sont placés mes pieds dans l'espace, mais aussi est-ce qu'ils ressentent du froid, du chaud? Est-ce que ça fait mal? Donc, il y a cette thermosensibilité, cette thermosensation aussi. Les chevilles
Essayez de sentir la cheville droite, la cheville gauche, le mollet droit, le mollet gauche, le tibia droit, le tibia gauche, le genou droit, le genou gauche. On remonte vers les cuisses, la cuisse droite, cuisse gauche. Ressentez le bassin. Ressentez le dos. Et on commence par le sacrum là en bas. Et on va remonter tranquillement le dos, bas du dos, ventre, milieu du dos, sternum, les omoplates, l'espace entre les omoplates, le chest, le haut du dos, les cervicales, trapèzes, les clavicules, les épaules. Ressentez le bras droit, le bras gauche, le coude droit, le coude gauche, l'avant-bras droit, l'avant-bras gauche, le poignet droit, le poignet gauche, la main droite, la main gauche. Essayez d'adoucir les mains. Si vos mains sont trop actives, adoucissez ça. Si vous voulez, si vous êtes capable. Si vous n'êtes pas capable, c'est pas grave. Les pieds aussi. On essaie de les adoucir, puis on essaie de connecter les pieds aux mains, comme mentalement. On les adoucit, on les détend un peu. On ressent le visage. Essayez de sentir vos mâchoires, votre mâchoire, les joues, le nez, les yeux, l'œil droit, l'œil gauche, le front, le crâne, les oreilles. Laissez ça doux. Dès la tête jusqu'aux pieds, un seul corps qui respire, qui a une intention, qui, est, qui a une attention ici et maintenant, et qui a une attitude de continuer à apprendre, une attitude de continuer à intégrer. Faisons 3 pour finir notre pratique. On inspire profondément. Oui, ça peut sortir un il n'y a pas de problème. Allez-y, inspire. Inspire. Un petit sourire peut-être. On ouvre les yeux doucement. Hmm. Des fois, les couleurs sont différentes, hein, après, quand on finit une pratique comme celle-là. Donc, ça, c'est une brève pratique, hein, douce, mais des fois, c'est efficace, hein, ça change. Des fois, ça change tout. Je laisse à Caspar la partie d'intégration. Vidéo avec des exercices qu'on peut faire. Donc, c'est très pratique, surtout pour les praticiens dans plusieurs, qui travaillent avec une clientèle en aide, en fait. Voilà. Donc, là, maintenant, le problème, c'est souvent que je vive des obstacles, OK? Je sais déjà que je vais avoir des obstacles en faisant certains changements, OK? Il y a une technique qui s'appelle WHOOP, OK? On recherche, ça c'est plus le contraste mental et des intentions d'implémentation. Et WHOOP, c'est un acronyme anglais pour Wish, Outcome, Obstacle et Plan. Et l'idée ici, c'est si je vise quelque chose que je veux faire, par exemple, je veux chaque journée, avant de commencer, je veux me mettre 3 minutes en silence. Je veux faire une méditation
de porter attention à ma respiration pour 3 minutes. OK? Alors, ce serait genre ça mon but. Donc, la première chose, ce serait donc de définir un objectif concret, comme euh, respirer en pleine conscience pour 3 minutes. Et ça devrait être smart, ça veut dire ça doit être spécifique, mesurable, ambitionné, réaliste et temporellement. Donc, chaque matin, je fais ça pour 3 minutes et peut-être je peux donner un horaire si ça aide. OK? Après, je visualise le futur désiré. Alors, le bénéfice de l'objectif. Alors, qu'est-ce que ça me donne si je fais ça? Donc, alors, je pense à ma respiration. Ensuite, je pense, ah, OK, si je fais ça, je vais être probablement plus calme ou plus centré. OK? Et après, je pense, OK, alors là, c'est quoi maintenant mon obstacle interne? Alors, ça, c'est le contraste. Pourquoi je ne le fais pas? Parce que j'oublie. Alors, ou parce que je me sens trop pressé. Alors, là, je dois maintenant créer un plan. Alors, qu'est-ce que je peux faire concrètement pour surmonter cet obstacle spécifique? Alors, si j'arrive au travail et je me sens, mettons, trop pressé, alors je fais une action. Par exemple, euh, je me dis quelque chose ou je mets une post sur l'écran ou quelque chose de concret. OK? Ça peut être très individuel, mais la chose importante, c'est de prévoir l'obstacle et avoir un plan comment pouvoir le surmonter. OK? Et donc, cette technique, ça s'appelle Whoop. OK? Et le lien, c'est donc whoopmylife.org. Et dans la prochaine diapositive, vous voyez encore plus de liens. Alors, il y a des vidéos qui expliquent cette pratique et vous trouvez vraiment beaucoup des informations sur ce site web pour utiliser cette technique. Mais cette technique, c'est juste une moyenne pour s'aider à vraiment faire certaines techniques de présence attentive ou de yoga. OK. Alors, mais là, c'est à vous maintenant de développer un plan personnel. OK? Alors là, je vous invite à participer 5 minutes, chacun à son tour, individualisé, euh, de, de choisir un exercice, euh, de choisir un exercice que vous souhaitez faire régulièrement. OK? Et c'est pas, vous n'allez pas partager ça avec moi, mais vous pouvez le présenter dans le petit groupe si vous le souhaitez. Avec un peu notre take-home message à retenir. Donc, le yoga, la présence attentive et l'autocompassion aident le bien-être. Alors, planifiez bien leurs utilisations parce que ce sera plus facile à les effectuer. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Merci Gilles, merci André. En espérant de vous revoir, les gens que je connais, ce serait le plaisir de vous revoir les autres. C'était mon plaisir de faire la connaissance. C'est un gros mot parce que on ne s'est pas directement interagi, mais merci pour être là. Donc, André, Gilles, voulez-vous dire aussi un petit mot de clôture? Oui, mais je dirais après, Gilles. Bah, ce fut vraiment un plaisir de partager avec vous tous les différents aspects du yoga et aussi de la présence attentive. Je pense que si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez m'écrire à l'adresse ucam.ca, puis me ferai un plaisir de répondre à vos questions touchant le yoga. Merci. Namaste. Merci. Oui, même chose. Merci beaucoup tout le monde pour être là. Ça m'a fait vraiment plaisir. En fait, ça m'a fait encore plus plaisir parce que j'avais juste demandé à Caspar et Gilles d'embarquer dans ce mini-projet webinaire vite, vite. Puis ils ont dit, yes, on y va. Là, j'ai dit comme, oui, bon, parfait. Ils ont embarqué. Génial. Puis là, on est là. On avait 210 personnes inscrites. Donc, c'est au moins 200 personnes qui vont voir ça. Donc, c'est vraiment génial. C'est comme ça, splitté un peu partout. Puis peut-être les gens qui vont voir ça sur YouTube aussi. Donc, je pense que ce sont des outils. Il ne faut pas garder en nous. Il ne faut pas garder dans la science, dans l'académie. Il faut partager, il faut vulgariser ça. Et je pense qu'on a eu un bon 2 heures ensemble ici.
Ceux qui veulent aussi m'envoyer des courriels donc sur yogauni@montréal@gmail.com. Donc c'est mon école ici là, au plateau. Et bon, on forme des professeurs, on forme des gens en yoga thérapie aussi. Donc ça me fera plaisir de vous côtoyer si jamais vous voulez faire un cours ici avec nous. Merci beaucoup tout le monde et bah, à la prochaine. Namasté. Merci André, merci Gilles, merci tout le monde. Bye bye, à la prochaine. Bye tout le Merci. monde. Bye, merci beaucoup. Bye. Merci.